Bon, du coup, je vous présente Aurélie Maillard, qui a bien voulu répondre à mon invitation sur un sujet. On le disait juste avant, on papotait avant de lancer le live, qui est pas facile à gérer au quotidien, et pour le chien et pour le gardien du chien. Psychologiquement, en fait, pour tout le monde, c'est difficile. Donc, je trouvais que c'était un sujet qui était intéressant à proposer ce soir. Et donc, Aurélie, tu es spécialiste, entre autres, dans ce domaine-là. Donc, si tu veux bien déjà te présenter ton entreprise, où tu te situes, et puis pourquoi c'est devenu une de tes spécialités de ce sujet de la peur des bruits chez le chien. Ok. Alors, j'ai fondé mon entreprise il y a un petit peu plus d'un an et demi, après avoir pris le temps de me former pendant plusieurs années auparavant, en grande partie sur l'analyse appliquée du comportement avec Lisa Longo d'Animal Academy, et plus récemment, depuis un petit peu plus d'un an, avec Géraldine Méry de Vox Canis, où j'ai un peu découvert l'approche psychobiologique, les neurosciences aussi, et qui a vraiment mis en avant mon attrait pour la sensibilité au bruit parce que j'avais pu lui parler de mon chien Irus, qui a partagé 8 années de ma vie et qui cumulait divers problèmes de santé, de comportement et surtout la sensibilité au bruit. C'est un petit peu comme ça que tout a débuté finalement. Ok. Attends, je leur mettais juste, je t'écoutais, hein, je leur mettais juste un petit mot, j'ai oublié de dire pour si vous avez des questions, de vous les noter et de les poser après la présentation d'Aurélie. Pour voilà, qu'elle ait le temps de dire un petit peu tout ce qu'il y a besoin de dire sur ce sujet-là. Donc, notez si vous avez des questions, prenez un papier, un crayon et vous les notez de côté pour les dire après la présentation. Ok. Est-ce que tu peux, alors, une question qui est toute bête, mais pourquoi est-ce que un chien aurait peur de certains bruits? Est-ce que le chien peut avoir peur de tous les bruits? N- Oui ou non? Pourquoi de certains bruits et pas d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'un chien peut se mettre? Est-ce que ça arrive dès le départ quand il est chiot? Est-ce que ça peut arriver à n'importe quel âge du chien? Est-ce que tu peux déjà, sur la base du bruit, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, alors là déjà, je pense que je vais faire une très 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 longue réponse. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Oui, un chiot peut avoir peur des bruits dès le début, des prédispositions génétiques, peut-être pas une très bonne socialisation aussi. On peut aussi avoir certains chiots qui ont déjà des problèmes de santé dès le départ, qui vont influer. Je vais essayer de structurer un petit peu ma réponse pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais oui, on peut avoir des chiens qui vont avoir peur des bruits très forts, qui vont avoir peur des bruits très forts et courants, un petit peu plus courants du quotidien, le lave-vaisselle. Hum, un chien en suivi qui a peur du monsieur cuisine, par exemple, c'est vraiment ce bruit-là qu'il supporte pas. Et puis un petit peu les bruits du tonnerre, les C'est bruits. quoi, Monsieur Cuisine? Les feux d'artifice. Alors, le monsieur cuisine, c'est un appareil électroménager. Il s'est dit que celui-ci, il le détestait, il ne le supporte pas. Il réagit très très fort à ça. Et puis, on peut avoir des chiens qui vont avoir peur de différents bruits. C'est vraiment assez varié. D'ailleurs, si vous entendez des bruits, c'est ma chienne à côté qui est pas très contente qu'on fasse le live, D'accord. mais qui va réussir à trouver une petite occupation. Oui. Et puis, d'où vient la peur des bruits? En plus simple, il y a du coup l'individu, un petit peu sa sensibilité, sa capacité à traiter un petit peu les informations sensorielles, un petit peu comme nous. Je sais pas vous, mais moi, je suis pas très à l'aise avec les bruits dans les grandes villes. C'est trop pour moi. Il y a trop de choses autour de moi, je sature assez vite. On a ces individus-là, ça existe. On a aussi, comme j'ai pu le dire, une cause médicale qui serait pas diagnostiquée. Les problèmes digestifs, j'ai l'exemple de ma chienne par exemple, qui est une chienne qui a une très très bonne socialisation. Elle n'est pas du tout sensible au bruit normalement. Et malheureusement, elle a une maladie chronique qui fait que parfois elle va avoir des douleurs un peu plus fortes. Et elle va être sensible au bruit dans la rue, au bruit des cloches du village, au bruit des voitures aussi, alors que normalement elle n'a pas de souci. On a aussi les otites chroniques que je retrouve très souvent en suivi. Donc ça, c'est vraiment les causes que moi je vois en suivi. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je suis en train de regarder, il y en a vraiment beaucoup. Les otites chroniques, bah, j'ai 2 chiens en suivi. On n'a pas de symptômes physiques. Ils vont pas secouer la tête, ils vont pas se gratter, ils vont pas pencher la tête non plus. On le sait juste parce qu'ils vont avoir du mal avec la voiture pour ces deux-là. Et ils vont surtout réagir aux aboiements des chiens un petit peu plus fort que d'habitude.
Et c'est quelque chose qui vient vraiment accentuer ensuite la sensibilité au bruit, où ça part un petit peu dans tous les sens, on voit des dégradations à tous les niveaux, et bon, il faut consulter dans ces cas-là. On a aussi les causes articulaires. J'ai beaucoup de chiens suivis avec des problèmes d'arthrose ou de malformation. Ça joue vraiment sur leur sensibilité au bruit. Apparemment, c'était des chiens qui ne l'étaient pas avant d'avoir de l'arthrose. Est-ce qu'il l'était un tout petit peu et ça s'est accentué avec l'arthrose, ou est-ce que ça arrive avec l'arthrose? Ça, je ne sais pas. On ne sait pas toujours, malheureusement. Mais c'est une cause. On peut avoir les maladies hormonales, les problèmes de peau. Vraiment, une cause médicale, c'est la première chose à investiguer. On peut avoir D'accord. une anxiété chronique également, qui peut être un symptôme de la sensibilité au bruit, mais qui peut être aussi une cause. C'est toujours à garder en tête. Je pense à un chien en suivi pour... on peut avoir des traumatismes non traités. J'ai un chien en suivi, par exemple, il a eu un collier étrangleur une fois avec un éducateur. L'éducateur faisait des bruits de bouche en même temps qu'il venait tirer sur le collier étrangleur. Ben, le chien, suite à ce traumatisme avec le collier, il a plus du tout supporté tous les bruits de bouche. Si on a un bonbon, si on peut faire un... Comme ça, il supporte pas. En fait, c'était une association à quelque chose de Tout à fait. désagréable. Un bruit Il y qui a est eu associé à il y quelque a eu ce chose de désagréable. traumatisme-là, tout à fait. Et ensuite, il a généralisé à tous les bruits de bouche de tout le monde, même aux éternuements. C'est parti vraiment très très loin dans les bruits du quotidien. Et puis, on a les prédispositions génétiques, que ce soit bon, bah, une maman un petit peu sensible, déjà sensible au bruit, ou alors des races. On a certaines races qui sont quand même sélectionnées génétiquement pour être plus sensibles au bruit que d'autres, comme les bergers, par exemple. J'ai quand même beaucoup de bergers australiens en suivi ou de border aussi. Et puis, parce qu'il y a encore plein d'autres causes, j'espère ne pas perdre tout le monde. Non, non, On- je pense pas. Ça va. Non, c'est On a aussi intéressant. les... Ah, super. On a aussi les activités. Ça, c'est quelque chose que j'ai très souvent suivi, c'est trop de stimulation. J'ai des chiens qui sont vraiment trop stimulés, qui sortent énormément en balade, qui voient énormément de nouveaux endroits, de nouveaux copains, qui font plein, plein, plein d'activités et qui saturent et qui se mettent à être vraiment sensibles à leur environnement et au bruit. Et Oui, je en général, ça va s'accompagner, j'imagine, d'une sensibilité à l'environnement de manière générale, Oui, dont le bruit de oui, façon oui, oui. plus accrue Et que au départ, quoi. oui, tout à fait. Et puis, ça peut se répercuter par la suite sur d'autres choses. Par exemple, quand il y a eu trop de stimulation, trop de bruit qu'ils ont entendu, euh, où la journée a vraiment été difficile, parfois même plusieurs journées. J'ai certains chiens, et surtout les adolescents, qui quand même saturent assez vite, qui ont aussi besoin de repos, qui sont en plein développement, qui vont même se mettre à réagir aux chiens alors qu'ils sont totalement OK chiens d'habitude. Il n'y a absolument aucun souci. Ils vont se mettre à réagir aux chiens, aux humains, et ils saturent vraiment de ce qu'ils peuvent vivre quand il y a trop de stimulation. Et puis, on a aussi le manque de sommeil profond et de qualité, euh, qui peut être une cause, mais aussi un symptôme. Et j'en parlais tout à l'heure avec une consoeur. J'ai une dame qui m'a contactée pour son chiot. Elle le pensait sensible au bruit, et ça aurait pu. Ça aurait pu. Et en fait, on a remarqué que c'est un chiot de tout petit gabarit. Elle avait pris un panier assez haut, sur pied finalement. Ça lui demandait vraiment beaucoup d'efforts pour accéder à ce panier. Il avait ce seul couchage. Et non, franchement, non, il préférait se coucher au sol ou un petit peu sur les tapis, mais du coup, ce chiot, il dormait mal, et il dormait tellement mal qu'il se mettait à réagir à tous les bruits du quotidien. Et lors du bilan, on y a réfléchi, elle a retiré les pieds du panier, elle m'a écrit le lendemain, elle me dit, bon, bah ça y est, il dort, et j'ai plus du tout de réaction au bruit. Donc, Ah, c'est ça peut génial. être une cause, mais aussi un symptôme. Et puis, bah, comme les activités un petit peu trop stimulantes, on a aussi l'environnement trop stimulant. Un chien qui a déjà cette sensibilité un petit peu sensorielle, qui se retrouve en plein centre-ville, à devoir un petit peu gérer le brouhaha, la circulation, les croisements, plein de choses, peut avoir ces difficultés-là aussi liées au bruit. On va aussi avoir la surexposition à d'autres déclencheurs. Le fait d'être déjà un petit peu sensible aux humains, aux chiens, d'en croiser tous les jours, d'avoir ces difficultés-là, et puis en plus d'avoir tous les bruits autour, ça peut jouer. Et puis les apprentissages, donc les expériences traumatiques, et puis une socialisation mal adaptée où on a été un petit peu immergé parmi d'autres bruits. Et j'espère que D'accord, j'ai donc perdu personne. oui, oui, non, non, mais l'aspect médical, c'est vrai que tu as un peu insisté là-dessus et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vrai que
c'est vrai qu'un chien, il peut avoir une otite et avoir en fait, ce que peut voir le propriétaire, c'est que son chien peut avoir peur des bruits, mais s'il n'y a pas d'autres symptômes, il va pas forcément se dire que c'est un problème d'otite. Donc c'est vrai que ça mérite une visite veto si ça arrive brutalement alors qu'il n'y a pas eu d'événements traumatisants pour Tout le à chien, fait. on va dire, j'imagine en amont. Euh, comment est-ce qu'elle va s'exprimer du coup chez le chien, cette peur des bruits, physiquement, je veux dire, comment est-ce qu'on peut savoir que son chien a peur des bruits? Alors, ça va vraiment s'exprimer de façon différente selon les individus. On a quand même des études qui arrivent à nous montrer certains comportements qui peuvent un petit peu nous alerter. Euh, et ils sont vraiment variés. On peut avoir des chiens qui demandent de l'attention. Un chien qui... Il y a des bruits à l'extérieur que, en plus, nous, parfois, on peut ne pas percevoir. On n'a pas du tout la même ouïe qu'eux. Et on peut avoir un chien qui demande de l'attention. On peut avoir des vocalises d'avant en arrière, euh, vers une fenêtre, vers une porte-fenêtre, vers les bruits qui peuvent être à l'extérieur. On peut aussi avoir dans d'autres cas un chien qui va essayer de fuir, qui va pas réussir et qui va figer. Il va être en état de catatonie. C'était le cas de mon chien d'ailleurs, qui s'il pouvait pas fuir, il figeait. Et c'était réellement lié au bruit de l'environnement qui était trop difficile pour lui. On peut aussi avoir des chiens avec du coup des signes plus forts, la pupille qui est dilatée, des allaitements, un rythme cardiaque élevé. Par contre, l'étude mettait en avant, et ça c'est très intéressant, que souvent les gardiens ils vont s'attendre à voir des léchages de babines ou des bâillements. Et ça, c'est vraiment des signes qui sont moins fréquents en cas de sensibilité au bruit. C'est pas ceux sur lesquels on va s'attarder. Ok. J'ai un souvenir d'un des posts que tu avais fait où tu avais des effaroucheurs à moineaux à côté de chez Ouais. toi et ça faisait Ouais. ce bruit un peu de tir en fait. Ça, c'est vraiment monstrueux d'avoir ça à côté de chez soi quand on a un chien qui a peur de ce type Totalement. de bruit, quoi. Totalement. En C'est plus, un pour petit peu. maîtriser l'environnement, ça reste compliqué, quoi. C'est exactement ça. Et puis, bah, d'essayer de gérer ces périodes. Puis, en dehors des effaroucheurs, bah, après, on a les chasseurs qui prennent le relais. Du coup, on est un petit peu immergé dans ces bruits-là. Et là, ça demande un aménagement qui peut être vraiment conséquent. On en parlera par la suite parce qu'il y a toujours des petites choses à mettre en place. Il y a vraiment une approche multimodale finalement, où on peut essayer d'aider le chien et puis bah, aussi d'aider le gardien du chien parce que c'est pas des situations faciles. C'est vraiment une charge mentale, émotionnelle assez conséquente quand on est dans cette situation. Clairement. Oui, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que on est vraiment dans ce sujet-là, dans ce type de peur, la différence en fait donc entre la sensibilité au bruit, la phobie du bruit et l'anxiété liée au bruit. Quelle est la différence entre ces trois termes et quel comportement ça va amener chez le chien suivant s'il est sensible, phobique ou anxieux? Et est-ce que ça peut être les trois à la fois? Alors, déjà, on va avoir la peur. Donc, la peur, c'est un petit peu l'appréhension d'un stimulus. Donc, un objet, un événement qui se présente et on a juste une réaction à ce moment-là. La peur, par contre, c'est une réponse qui est essentielle à la survie. Nous aussi, parfois, on peut avoir peur et c'est totalement OK. La peur, elle va nous protéger du danger. Néanmoins, la peur, elle est censée être un petit peu proportionnelle au risque qui est en face de nous. Euh, c'est là où il y a la différence ensuite avec l'anxiété, où c'est un petit peu l'anticipation d'appréhender une menace. Et cette menace, elle n'est pas forcément apparente. Et là, on est vraiment dans l'anticipation de quelque chose qui n'est pas là. Euh, c'est un petit peu la différence finalement avec la peur, ça va être cette anticipation qui est là. Et puis on a la phobie, donc là c'est la peur qui est disproportionnée par rapport à l'intensité de ce qui va être face à nous, un objet, un événement, en tout cas quelque chose. Et ça va être aussi une peur qui persiste après que ça se soit produit. Par exemple, notre chien qui entend un coup de fusil, qui a peur, il n'y a plus le coup de fusil, mais ça perdure. Ça dure vraiment dans le temps. Là, on est sur de la phobie. On va dire que la peur, elle nous protège finalement, alors que la phobie, elle va nous handicaper. On a tout de même un lien entre la phobie et l'anxiété, ça va être l'anticipation d'une menace. Il y a vraiment, dès le moment où le chien anticipe et met du temps à s'en remettre, ça doit vraiment nous questionner. Ok, et la sensibilité du coup? Balance sensibilité, finalement, c'est un petit peu tout ce qui englobe tout ça. C'est un petit peu un terme généraliste où on parle de la peur, de l'anxiété, de la phobie. Et, et là, je vais pas rentrer dans ce sujet, même si j'aurais vraiment beaucoup aimé, mais là,
on pourrait durer un petit week-end à ce sujet-là. On peut parler en neurosciences finalement on va même parler parfois de phonophobie, mais on peut également parler de sensibilité au traitement sensoriel, de notre façon finalement de sensibilité individuelle d'accepter certains bruits en fonction de nos capacités, notre seuil de tolérance finalement. J'espère que Ok. j'ai été claire pour tout le monde. Oui, oui, oui. En fait, si vous avez un chien qui a peur des bruits de fusil, par exemple, vous allez vous balader dans une forêt qu'il connaît pas. Et en fait, pendant la balade, il y a un tir de fusil. La phobie, ça serait que le chien il parte en panique totale et qu'il court comme un malade pour fuir le bruit, ou par exemple qu'il court jusqu'à la voiture ou quelque chose comme ça. L'anxiété, ça serait d'y retourner le lendemain et qu'il soit complètement à ramper, à regarder partout en se demandant quand est-ce que ça va arriver de nouveau. Et une Totalement. sensibilité, pour moi, c'était plus le chien qui est dérangé par les bruits et qui va pas être à l'aise à un endroit où il y a beaucoup de bruit. Donc, qui va être beaucoup en surveillance, mais qui va quand même arriver à renifler ou à avancer, tu vois, mais on voit qu'il est pas à l'aise, quoi, qu'il va beaucoup s'arrêter, il va beaucoup observer, il va être, pour moi, la sensibilité, c'était, dans la sensibilité, il n'y avait pas de phobie, pas d'anxiété. Il peut, puis ça va vraiment dépendre. On a certains chiens qui prennent aussi beaucoup sur eux, où on pense C'est vrai. que c'est OK et en fait, ça l'est pas du tout. C'était d'ailleurs le cas de mon chien que j'ai sûrement mis en immersion sans le vouloir. J'avais pas les connaissances que j'ai à l'heure actuelle et actuellement, je manque aussi de connaissances, on apprend toujours. Mais il prenait tellement sur lui qu'à un moment donné, il a forcément été dans des situations qu'il n'était pas à Mm. même de gérer, c'est certain. Ouais. Euh, et du coup, cette sensibilité, oui, c'est vrai qu'en neurosciences, on parle beaucoup de cette sensibilité au traitement sensoriel, finalement, des informations. On peut être vite submergé, on peut par la suite, du coup, avoir de l'anxiété, de la phobie, les deux à la fois. D'ailleurs, on parle de peur phobique. Donc, c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses. Et puis, on peut aussi avoir de la réactivité au bruit qui, là, est vraiment différente. C'est quelque chose que j'aborde pas forcément et qu'en général, je redirige vers des collègues. Du coup, est-ce que tu peux nous donner peut-être des trucs et astuces, on va appeler ça comme ça, pour aider déjà, sans régler le problème, en tout cas accompagner son chien qui est dans un état soit anxieux, soit vraiment paniqué parce qu'il a entendu un bruit ou parce qu'il a peur d'en entendre un. Est-ce que tu as des conseils à donner pour soulager le chien ou pour l'aider en tout cas à gérer ce moment-là en fait qui vit très mal? Oui. Alors déjà, il y a quelque chose que j'ai pas précisé, mais c'est important pour un petit peu agir à temps finalement. C'est qu'à ce jour, on parle de deux stades dans la phobie. On a un petit peu le stade 1, le chien qui va réagir à peu de stimuli. Donc par exemple les feux d'artifice, des choses assez fortes, comme des coups de fusil aussi. On est malheureusement dans cette période. Euh, et c'est un chien qui va réussir un petit peu à s'adapter à ça, à trouver un petit peu une prédictibilité à l'événement, à s'adapter sans que ce soit OK pour lui. Et ça, en général, on se dit, bon, bah, c'est pas si grave, ça le dérange pas tant que ça, il arrive à s'y faire. Pourtant, on est déjà à un stade qui est pas cool pour lui. Et ensuite, ça peut malheureusement s'aggraver. On parle de stade 2 dans cet ouvrage que j'avais lu, où le chien réagit à plusieurs stimuli, où ça peut même se généraliser. Et là, le chien, il est plus à même de prédire ce qui va se passer et aussi de s'adapter. Et c'est là où malheureusement, on commence à voir que ça va pas. Et bien sûr, c'est possible d'arranger les choses, hein, d'arranger la sensibilité, la phobie ou l'anxiété du chien, mais c'est tout de même mieux de commencer avant, parce que ça peut réellement s'aggraver et assez vite arriver avec d'autres problèmes de comportement par la suite. Et les petites On choses peut qu'on peut avoir même... en plus si le chien il a peur au départ juste par exemple des tirs de fusil ou équivalent on va dire, et puis que malheureusement ben tu te loupes plusieurs fois et qu'il l'entend plusieurs fois, tu peux avoir le chien qui va commencer à faire à généraliser avec des bruits ressemblants
totalement. Et Il y a les puis avoir claquements de de plus porte. en plus peur de tous les bruits ambiants qui Totalement. ressemblent. On a les claquements de portière, ça revient très souvent avec les coups de fusil. J'avais un chien qui, du coup, avait généralisé au claquement de portière, mais au claquement de porte aussi après. Donc, il fallait vraiment pas un courant d'air dans la maison parce que c'était insupportable pour lui. On peut avoir vraiment des bruits qui s'en rapprochent, qui deviennent très, très, très difficiles pour eux. Et puis, ça peut généraliser à absolument tout. On peut aussi arriver à de l'anxiété généralisée par la suite. Donc, c'est vraiment à prendre à temps dès le début, surtout que c'est tout de même une des causes les plus fréquentes finalement d'anxiété chez le chien ou de comportements liés à la peur et ça passe un petit peu sous couvert. Ouais, c'est vrai. Et puis la question que tu m'avais posée, parce que j'y ai pas répondu, c'est tout ce qu'on peut faire finalement au quotidien pour essayer d'aider notre chien pour que ce soit plus facile pour lui et aussi plus facile pour nous, parce qu'on va pas se mentir, c'est difficile. Chez certains chiens, on arrive encore à gérer, mais chez d'autres, où ça prend une proportion quand même assez importante. Ça reste difficile. On va avoir un petit peu tout ce qui est l'aménagement de l'environnement. On a certaines playlists qui peuvent un petit peu nous aider à couvrir les bruits extérieurs, si on a des coups de fusil, si on peut entendre des effaroucheurs, par exemple, à côté de chez soi, ce qui est mon cas. Donc, ça peut nous aider. On en a une d'ailleurs, il y en a même plusieurs, mais on en a une qui est reconnue scientifiquement et qui peut aider. Si jamais ça peut intéresser certaines personnes, je peux venir les mettre ensuite en lien dans les commentaires si des personnes veulent Ce essayer serait top. certaines choses. Euh, Des playlists, c'est quoi? C'est de la musique On a vraiment des musiques qui peuvent être OK. Alors là, c'est une playlist, on a surtout de la musique classique qui est reconnue tout de même pour apaiser le stress chez le chien. Donc ça peut être une idée toujours à tester et ça, j'en reparlerai encore un petit peu plus après parce que c'est toujours une évaluation à faire, se dire est-ce que là c'est plutôt OK pour mon chien de tester à ce moment-là, voilà, de se dire est-ce que là, il n'y a pas un risque qu'il entende un bruit et qu'il associe à la musique, de plutôt le faire à un moment où il est OK, où il est plutôt serein, de voir comment il réagit. Est-ce que à ce moment-là, il trouve ça plutôt OK, d'essayer de créer un petit cocon pour lui, pour qu'il évite d'entendre les bruits extérieurs. On peut aussi avoir différents bruits qui sont associés à des couleurs. Alors, on peut parler de bruit blanc, c'est tout ce qui va ressembler à la machine à laver, au lave-vaisselle. Là aussi, il faut faire attention. J'ai par exemple un chien en suivi qui a des douleurs digestives. Du coup, il a mal quand il mange. Le problème, c'est que lui, il a associé les bruits blancs au fait que son humaine va lui préparer à manger. Parce qu'elle va allumer la hotte de sa cuisine pendant qu'elle est en train de faire chauffer sa nourriture. Il a associé le bruit à la nourriture, à la douleur qu'il va ressentir. Donc, chez lui, les bruits blancs, c'est absolument pas possible. C'est pas quelque chose qui est jouable. Et d'ailleurs, il a généralisé au bruit de la machine à laver, du lave-vaisselle. Enfin, chez lui, on oublie, c'est pas la bonne idée. Chez d'autres, ça peut vraiment être une bonne idée. Donc, c'est toujours à tenter dans des moments où ils sont plutôt sereins, où ils sont plutôt enclins. Et puis, de voir par la suite pour les mettre dans des moments un petit peu plus difficiles si ça marche, si au contraire, c'est pas une bonne idée pour eux. C'est toujours de l'observation à faire dans le temps. On va avoir d'autres bruits aussi comme ça associés à des couleurs. Donc, on a les bruits verts, ça ressemble énormément au bruit blanc, c'est d'ailleurs une variation des bruits blancs. On va avoir les bruits marrons. Faire attention aux chiens qui sont sensibles au tonnerre, par exemple. Les bruits marrons, c'est des bruits assez profonds. Et quand on parle de phonophobie, on a une spécialité qui traite les phonophobies. Elles peuvent utiliser les bruits marrons pour désensibiliser au bruit du tonnerre. Donc vraiment faire attention, pas partir sur ce type de bruit. Si on a un chien qui est assez sensible au tonnerre, aux orages, à des choses comme ça, c'est pas forcément ce type de bruit qu'on va tester. À voir, hein, certains chiens, j'ai un chien qui est en suivi où on commence déjà sa désensibilisation finalement pour les orages un petit peu à l'été prochain. On commence dès maintenant, en amont, parce que l'été dernier était très difficile pour lui. Lui, il adore les bruits marrons. Voilà, donc c'est toujours à voir selon chacun et à tester avec prudence, Je parce savais que le pas du bruit tout est qu'il pas y doux. avait autant de couleurs de bruit en fait. C'est Et pourquoi ben, il y a une couleur en fait, c'est ça va vraiment varier en fonction. Par exemple, tu vois, on a les bruits roses. Le bruit blanc, il est toujours à la même intensité sonore, à toutes les fréquences. D'ailleurs, ça peut vraiment énerver certaines personnes. Donc, si même l'humain qui va être avec le chien, ça le dérange, on oublie. Le but, c'est pas que l'humain à côté passe un mauvais moment, se dise non, franchement, ça me saoule.
Non, on oublie dans ces cas-là, on met ça de côté. Par exemple, on a du coup le bruit marron qui est beaucoup plus profond. Et puis, on va avoir le bruit rose qui, lui, il va un petit peu varier au niveau de la fréquence au fur et à mesure du temps. Finalement, ça va diminuer d'intensité à fur et à mesure que la fréquence augmente. Il est beaucoup plus agréable. En tout cas, moi, ça, c'est mon préféré. Si je dois travailler, je me mets toujours une petite playlist de bruit rose. Ça m'aide à me concentrer. Ça m'aide vraiment beaucoup. D'accord. Moi, par contre, ma chienne, elle déteste ça. C'est genre, ça me plaît pas du tout. Elle, c'est pas son truc. Donc, je fais ça quand elle est pas là. Mais voilà, on a toujours ces petits outils qui peuvent essayer de venir camoufler ce qui se passe autour, toujours pour créer ce petit cocon. On peut, si certains chiens en ont besoin, fermer les volets, mettre des films sur les vitres, toujours pour essayer de créer une bulle sensorielle pour qu'ils y soient le mieux possible. Ce qu'on peut faire aussi, et je pense que beaucoup le font pour les chiens qui sont sensibles au bruit extérieur, c'est d'ajuster les balades et les sorties en fonction des événements pour essayer de les éviter, de ne pas sortir en pleine période de chasse, de se dire que bon, bah, là, ça va tirer un petit peu plus à ce moment-là, bah, je vais plutôt sortir avant, je vais plutôt sortir après. Ou même se dire que c'est OK de pas sortir pour notre chien pour éviter de le sensibiliser davantage et plutôt de lui offrir des occupations à la maison. Donc, je sais qu'on a tendance à culpabiliser, à se dire qu'il faut vraiment sortir nos chiens, qu'il faut faire tant d'heures de sortie par jour. En tout cas, c'est ce que je vois énormément dans ma clientèle et c'est OK si à ce moment-là, c'est juste pas le bon moment pour son chien, il va pas passer un bon moment, nous non plus. Il va peut-être avoir des difficultés à s'en remettre. Il vaut mieux le préserver, rester à la maison, faire des activités ensemble, créer ce petit cocon, si dans la maison il en a besoin, ça peut être vraiment une bonne idée. Et puis ce qu'on peut faire encore, toujours dans cet aménagement, ça va être un petit peu d'éviter cette surcharge sensorielle où on va éviter par exemple la forêt parce qu'il y a les coups de fusil ou les champs et se dire on va aller se balader en ville. Chez certains chiens, ça peut être pas une très bonne idée. Ça peut être un petit peu trop pour lui, surtout s'il a vécu je sais pas, si le samedi il a entendu des coups de fusil et se dire le lendemain, bon, je vais lui faire plaisir, je vais le sortir en ville, il fera une sortie, ce sera trop chouette. Ça serait plus intéressant de le laisser plutôt au repos, qu'il puisse s'en remettre. Et puis, si je n'ai perdu personne, j'ai encore plein de petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien. Tout le monde Non, est toujours non, super. c'est très intéressant ce que tu dis. T'as perdu. Enfin, moi, tu m'as pas perdu, donc tant pis, Super. il y en a qui sont partis. Bon, tant que je t'ai gardé, c'est déjà ça. Voilà. Non, Et non, mais je pense pas que t'es. En fait, il y a même plus de personnes qui écoutent, donc ok. tu peux continuer, c'est très intéressant. Alors, si Flore est toujours là, je sais que ça lui parlera beaucoup parce que je pense que c'était elle qui était connectée au début. On va créer Oui. aussi un espace sécuritaire pour notre chien dans la maison. Cet espace, c'est vraiment pas celui auquel on pense toujours. C'est vrai qu'en général, dans les cas de sensibilité au bruit que je peux prendre, on va se dire qu'on va créer l'espace dans la chambre parce qu'en général, les chiens aiment bien être sur notre lit, avec notre odeur ou en tout cas à proximité. C'est un lieu un peu privilégié pour le chien, très souvent. Et puis souvent on tente. Avec Flore, on a beaucoup tenté. Avec la chambre, on a essayé diverses choses. Comme son chien est assez sensible au toucher, on s'est dit que peut-être que c'était le couchage. On a essayé la cage de transport aussi avec le couchage dedans. On s'est dit peut-être qu'il voulait un plus petit Il cocon. rigole. Et, Ça lui parle. et oui, et finalement, son chien préférait le garage. Donc absolument pas la chambre. Et parce que c'est un endroit qui, oui, en effet, par la suite, c'était totalement compréhensible, qui est plus à l'écart des bruits de la maison qui peuvent être difficiles pour lui, qui le mettent vraiment dans un cocon. Il a moins de visibilité extérieure aussi. Ça aide beaucoup. En tout cas, ça l'aide beaucoup. Et c'est là où on a réussi vraiment à avoir un levier, un chien qui dort, qui décompresse. C'était un chien qui dormait très très peu, qui réagissait très fort, très vite, qui mettait du temps à s'en remettre. Et dès qu'on a réussi à avoir ces moments de décompression et de repos, ça a été des leviers assez importants par la suite. Donc, l'endroit sécuritaire qu'on essaye de créer, voilà, c'est pas forcément toujours la chambre, même si très souvent c'est le cas dans mes suivis. Lui, c'est vraiment l'exemple typique auquel parfois je me dis, mais je me trompe peut-être, peut-être que ça serait un autre endroit pour ce chien et je le garde toujours en tête depuis que j'ai rencontré Flore et Pixel du coup. Il y a aussi d'apporter du soutien social et émotionnel. Et c'est peut-être une question qui aurait été posée, mais souvent on nous dit de ne pas rassurer notre chien qui a peur. C'est totalement OK de rassurer son chien, d'être présent pour lui, d'être vraiment un soutien émotionnel finalement, d'être présent, d'être là, euh, si c'est OK pour le chien. Je pense à certains chiens qui sont pas forcément à l'aise avec l'humain, que ce soit des sauvetages ou non. On a des chiens qui sont
pas encore très à l'aise avec leurs humains, qui ont besoin de temps. Et peut-être que pour eux, ce sera pas une bonne idée d'être un soutien à ce moment-là. Peut-être que bah, ils préféraient être à l'écart avec ce petit cocon et pas encore l'humain. Ça a été très dur à accepter, mais c'était le cas de mon chien au début, hein. Il voulait pas du tout que je sois là alors qu'il vivait un mauvais moment. Le fait que je sois là, c'était très difficile pour lui. C'était un chien qui avait vraiment de très gros trauma avec l'humain. Et ben non, lui, il préférait être tout seul dans sa chambre, qui était ma chambre, euh, et d'être dans un endroit qu'il avait choisi, où c'était vraiment son cocon à lui, et de gérer ce moment-là seul. Mais en tout cas, pour les chiens qui sont OK avec leur humain, de vraiment d'être présent. C'est très, très, très important d'être là pour eux. Par la suite, ce qu'on peut faire, et là, c'est plutôt avec un accompagnement, mais c'est quelque chose à garder en tête, c'est de faire un travail de fond sur l'apaisement du chien, que vraiment au quotidien il soit plus serein, qu'il ait confiance en lui, en son environnement, qu'il se sente en sécurité. Euh, Dès qu'on commence à avoir ça, on peut vraiment évoluer par la suite sur plein d'autres choses. Mais tant qu'on n'a pas ça, ça serait dommage de tenter certaines choses, de se dire, bon, bah, il y a eu un coup de fusil, je vais lui donner un bonbon et ça va aller mieux. Si le chien est pas serein, c'est pas une très bonne idée de faire ça. Ce qu'on peut faire aussi par la suite, c'est de lui apporter des activités. Nous, on parle d'activités thérapeutiques très souvent, mais ça va être des activités qui, à définir toujours en fonction du chien, ce qui peut lui plaire, mais qui vont lui permettre d'être en réussite, qui vont le rendre plus optimiste, plus résilient. Et là, je pense vraiment à tous les enrichissements que tu as sur ta boutique, qui peuvent être une bonne idée en fonction du chien. Toujours, voilà, on se fasse dire qu'est-ce qu'il est capable de faire, est-ce que je dois l'aider à ce moment-là, parce que le but, c'est pas qu'il frustre sur quelque chose. Je pense à un chien que j'ai en suivi, les tapis de léchage, ça le frustre énormément. Mais ça serait pourtant une bonne idée pour lui de peut-être pouvoir lécher un tapis, voilà, se dire, bah tiens, j'ai réussi à faire ça, en plus c'était plaisant, c'était chouette. Lui, ça le frustre tellement, il est comme ça en train de grignoter le tapis. Bon, pour l'instant, c'est pas encore une activité qu'on lui propose, c'est pas ce qu'on recherche, mais on développe d'autres compétences chez lui pour par la suite, voilà, on puisse lui proposer. Mais lui, il est très doué avec les activités de flair, par exemple, la balle de fouille, des choses comme ça. Mais ça le met en confiance, il est super content, il a réussi, il est fier de lui après qu'il ait fini sa petite balle. Et ça, c'est des petites choses qui semblent anodines, mais qui nous permettent vraiment de créer de l'optimisme plutôt chez les chiens, de les rendre plus optimistes par la suite. Et puis bah voilà, on a des chiens qui sont un petit peu plus confiants et puis qui vont gagner en résilience et qui pourront être plus à même de gérer les choses et du coup les bruits qui leur sont difficiles. Et puis, il y a encore plein d'autres choses qu'on peut mettre en place. Je vais essayer d'aller vite pour pouvoir avoir quelques questions tout de même après. On va aussi avoir les activités, bah, du coup, les activités de flair, j'en parlais aussi via la balle de fouille. On peut avoir tout ce qui est hunting games. Et là, je pense à ma collègue Elodie Pain de Cros Bien Élevé qui a une de mes suivis actuellement en sensibilité au bruit où elle essaye vraiment de construire la résilience du chien par rapport à cette activité. Je m'y connais pas du tout, mais en tout cas, gardez en tête que les activités de flair, c'est une très très bonne idée pour certains chiens. Ça peut être vraiment un super levier. Et puis, on peut avoir des exercices de relaxation à mettre en place, des exercices de respiration, mais toujours à voir en fonction du chien. Est-ce que c'est OK pour ce chien? Je pense aux exercices de respiration. Si on a un chien qui a très très mal au ventre, prendre de très grandes inspirations, c'est pas l'idée. Ça peut vraiment être difficile pour lui, ça peut lui créer de la douleur et voilà, il n'y a rien de positif à ce moment-là pour lui, mais c'est des petits leviers qu'on peut avoir pour essayer de les aider à décompresser, à se remettre, à être plus serein dans leur quotidien, et puis d'avoir des chiens plus résilients, plus confiants par la suite, et plus à même de pouvoir gérer tous ces bruits qui sont difficiles pour eux. Je rajouterai trois choses. Moi, bah, j'ai une chienne qui a peur des tirs de fusil. Ce que je fais en fait au moment de la période de chasse, c'est que je vais dans les communes aux alentours. Enfin, je vais sur le site hein, de la mairie. Et normalement, vous avez les dates de battues en fait sur les sites de mairie. Donc, ça vous permet déjà de savoir un petit peu les battues, quelles dates elles vont être à quelle date elles vont être, pour éviter les lieux où il y a des battues. Mais aussi, par exemple, moi, si j'ai une battue dans le patelin à gauche et que je vais dans le patelin à droite, bah, en fait, à droite, je vais entendre ce qu'il y a à gauche. Donc, du coup, bah, ça me permet de voir où vraiment je vais me balader pour qu'on n'entende pas du tout les tirs de fusil, même si je suis pas sur un endroit où ça chasse, en fait.
Et ça m'a quand même vachement aidé. Après, on a beaucoup de chasse le week-end, nous, donc c'est un peu plus facile à organiser. Et du coup, ça peut même arriver que, comme tu disais tout à l'heure, il y ait certaines journées où il y a de la chasse et il y en a plusieurs endroits où je ne sors pas du tout la chienne en extérieur. En fait, juste, bah, il y a le jardin, donc ça aide forcément. Parce qu'en fait, ça lui ferait plus mal de sortir que de plaisir de sortir avec le risque qu'il y ait de nouveau des tirs de fusée, de la panique, etc. Et du coup, voilà, récupérer les dates de chasse, ça peut vraiment vous aider pour ceux qui vivent ça une partie de l'hiver, en fait, pour au moins limiter au maximum l'exposition aux tirs de chasse. Dans la boutique, vous trouverez, mais je sais pas si tu penses à en parler, mais ça se travaille en amont. Les deux se travaillent en amont pour pouvoir l'utiliser quand il y a du bruit. C'est le Thundershirt. Donc, on a eu un live il y a quelques semaines de ça sur le Thundershirt qui peut aider en cas de peur du chien. Mais si c'est travaillé en amont, et également le casque anti-bruit. Pour le moment, les résultats sont mitigés sur un port longue durée. Donc, par exemple, ça reste compliqué pour un chien de porter le casque anti-bruit en forêt parce qu'on a peur qu'il entende des tirs de chasse. Je pense que c'est pas assez agréable à porter comme un harnais, par exemple, pour que le chien arrive à porter le casque assez longtemps. Peut-être qu'il y a aussi le fait qu'il n'entende pas ce qui se passe autour qui peut peut-être gêner. Enfin, il doit y avoir un ensemble de choses. Mais par contre, si c'est bien travaillé en amont, que le chien le supporte bien, c'est vraiment efficace sur les feux d'artifice, par exemple. Moi, j'ai vraiment réussi avec le casque anti-bruit d'avoir ma chienne qui mastique une friandise alors qu'il y a des tirs euh, des feux d'artifice pas loin de la maison, en fait, ce qui serait complètement impossible sans le casque, en fait. De toute façon, sans le casque, elle mangerait pas du tout. En fait, elle irait dans le KGB, parce que moi, c'est le KGB, pour se protéger des bruits. Donc, en tout cas, mais c'est vraiment deux outils, là, pour le coup, qui règlent pas le problème, hein, mais qui peuvent aider le chien à se détendre si ça a été travaillé avant pour que le chien vive bien le port du casque et vive bien le Thundershock. Oui. Et Je sais puis, pas si c'était deux choses dont tu voulais parler, mais je voulais juste les rajouter parce que ça peut aider. totalement, ça peut aider. Et puis, toujours penser un petit peu à cette évaluation des risques. Est-ce que c'est OK pour ce chien? Est-ce que ce chien a une douleur? Dans la sensibilité au bruit, on peut aussi voir des chiens qui sont sensibles au toucher. C'est vraiment ce côté sensoriel finalement. Et on a certains chiens aussi qui vont être très sensibles aux odeurs. Donc, c'est toujours à prendre en compte. D'ailleurs, si j'ai certaines personnes, enfin, certaines clientes actuellement qui écoutent ce live, parfois on va parler de certaines odeurs. Chez certains chiens, je peux pas me le permettre. Ils sont vraiment réactifs à toutes les odeurs qu'ils vont avoir dans le quotidien. J'ai une chienne en suivi, elle supporte aucune huile essentielle, aucun spray apaisant aussi, parce que parfois on Ouais. entend tout, on se dit que ça peut être une bonne idée. Oui, C'est pas toujours le cas. Donc toujours garder en tête qu'il y a cette individualité qui doit être prise en compte, parce que certains chiens qui ont du mal avec le toucher, ça peut être délicat pour eux, que ce soit le casque anti-bruit du coup, le Thundershirt, qui peut être aversif. Même travailler en amont, parce qu'on est parfois sur des chiens qui supportent pas du tout le harnais, qui ont du mal avec le collier aussi, ou tout ce qui peut passer aussi proche des oreilles. Et c'est là où se pose aussi la question d'une potentielle douleur, d'une potentielle pathologie. Où il y a toujours tous ces questionnements derrière, où parfois on ne sait pas, hein. D'ailleurs, en suivi, j'ai pas de réponse dès le premier rendez-vous, hein, c'est très très rare. On essaye de mettre en place des choses, on voit ce qui fonctionne pas. On fait très souvent ce qu'on appelle des collectes de données. Et là, je pense que mes clients doivent me haïr à ce moment-là parce que très souvent, on fait des tableaux, on essaye de comprendre ce qui se passe, de tout ce qui peut un petit peu influer au quotidien, tout ce qu'on peut faire pour limiter finalement les réactions du chien au quotidien. Et puis on se rend compte, bah, en fait, il y a pas mal de petites choses qui sont difficiles pour le chien. Comme oui, le fait que le harnais passe ou juste porter le harnais quand il y a des douleurs digestives, par exemple, ou articulaires à certains endroits. On a des chiens, le harnais vont pas être OK. Donc là, je me dis, bon, le Thundershirt aurait pu être un petit peu une aide à un moment donné, mais là, pour ce chien, je vais pas leur proposer, ça va pas oui. être. Alors Ah que oui, pour oui. d'autres, ça Oui, peut être vraiment chouette. oui, Je oui, vois. c'est clair que c'est pas des outils qui vont convenir à tout le monde, hein. Je suis Voilà. Il complètement faut d'accord avec toujours un petit toi. peu peser hein, le bénéfice-risque et voir ce qui peut être OK pour ce chien. Et c'est là où, oui, vraiment prendre en compte finalement l'individu. Et ses capacités et ce qu'il peut tolérer ou au contraire ce qui va pas être OK pour lui. Tout à fait. Est-ce que, du coup, un chien qui a ces soucis de comportement-là, on peut vraiment
régler son... Alors, sans, là, on n'est plus dans l'aide, mais vraiment dans la gestion de ses comportements. Est-ce qu'on peut modifier ses comportements et arriver à avoir un chien qui est beaucoup plus serein, sans l'emmener forcément au 14 juillet, mais qui va arriver à vivre ces bruits-là avec plus de sérénité? Est-ce que vraiment on peut les Oui. aider et résoudre ces problèmes de comportement? Oui, c'est vraiment possible de diminuer cette réaction qui est liée à la sensibilité au bruit, tout en gardant en tête que la sensibilité, elle est propre à chacun. Donc on peut diminuer les réactions, mais toujours garder en tête qu'il y a une sensibilité qui est présente. Je pense que ça, c'est très important de vraiment toujours y penser pour ne pas surexposer son chien. Je pense par exemple à mon chien russe qui avait généralisé à plein de bruit extérieur au point de ne plus vouloir sortir à l'extérieur et d'avoir une litière dans la maison et qui petit à petit a pu ressortir en extérieur, a pu... alors là, je parle sur un travail qui a duré des mois, voire des années, et même 2 ans et demi pour ça. Alors, il nous a quittés en juin, mais son dernier été, donc en 2023 et même 2022, il a pu sortir alors qu'on avait de la chasse très proche de la maison. Il avait vraiment demandé à sortir. Je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il est prêt à ça? Je pense que oui, mais bon, on va voir, on va déjà tenter dans le jardin, on va tenter devant la maison, c'était plutôt OK. Et puis il a fait une balade d'1 heure, alors qu'il y avait des coups de fusil quand même sur le champ en face de celui-ci. Donc c'est possible, mais toujours prendre en compte que cette sensibilité est présente. Donc après, je vais en faire des petits temps de décompression. Ben, on est rentré, j'ai mis sa petite playlist relaxante. Bon, là actuellement, j'étais son soutien émotionnel, donc je pouvais être avec lui. Lui, il adorait une odeur. On parle beaucoup d'huile essentielle, on peut avoir à tenter, à tester, à voir selon les chiens. On a l'huile essentielle de lavande qui revient, on a la camomille matricaire, on a celle de gingembre. On a également d'autres huiles auxquelles je ne pense plus, mais je les mettrai en commentaire si jamais ça peut être des petites solutions. On a aussi un spray, c'est le Pet Remedy qui est très intéressant, qui a une étude ou deux, il me semble, derrière. Donc, à voir, toujours ce bénéfice-risque, à voir, est-ce qu'on tente pas. Moi, c'était Je une pense odeur que qui... le mieux, si vous testez sans accompagnement, c'est de prendre de l'hydrolat plutôt. Ça peut Parce que être une idée, oui, parce ouais, qu'il y a l'huile essentielle, ça peut être tout à fort, fait, du coup, ça qui reste fort est et facile chez le justement, chien. Mm. oui, oui, et puis il y a Alors toujours, que l'hydrolat, il n'y a pas de risque. et il y a toujours cette sécurité à avoir, de ne pas le mettre trop proche des muqueuses, Mm. vraiment à distance. En général, je parle toujours de au moins 1 mètre, voire 2 mètres, mettre le plus loin possible. Parfois d'ouvrir le flacon quand on est à l'autre bout de la pièce aussi, parce qu'on ne sait pas trop comment le chien va réagir. Est-ce qu'il est sensible aux odeurs ou pas? On ne sait pas. Donc ça peut être vraiment intéressant, mais toujours à prendre avec des précautions, comme un petit peu tout ce dont j'ai parlé, de voir ce qui peut fonctionner pour ce chien. Au contraire, si ça fonctionne pas, on n'insiste pas. On se dit que, ok, c'est peut-être pas la bonne idée. Euh, Parfois, ça va aussi dépendre des odeurs. Il y a un chien qui m'a dit absolument non à la lavande et qui adore l'huile essentielle de gingembre. Moi, je déteste hein, personnellement, mais cette chienne adore. Et qui maintenant, dès qu'elle voit bah, sa gardienne prendre le petit flacon d'huile essentielle, elle se dit, oh mais top, c'est mon moment de détente. Du coup, elle rentre de dehors, alors que dehors, c'est difficile pour elle parce qu'il y a des bruits. Alors, elle, principalement, c'est qui est en ville, c'est vraiment les bruits de la circulation qui sont difficiles pour elle. Pas forcément les klaxons, c'est vraiment les bruits finalement de moteur, de voiture, oui, surtout les voitures quand même qui sont difficiles. On a les motos, mais elle, c'est vraiment lié à la voiture. Est-ce qu'il y a un traumatisme derrière ou pas? Ça, on ne sait pas à ce jour. C'est toujours quelque chose qu'on essaye de savoir parce qu'on n'a pas tout l'historique de vie de cette chienne. Mais néanmoins, dès qu'elle rentre, elle voit à peine son humaine qui touche le petit flacon. Elle se dit, trop bien, elle fonce sur son couchage, elle attend pour se reposer avec sa petite playlist. Donc voilà, c'est des petites choses à tenter qui, toujours à prendre avec précaution, mais qui, normalement, si on a pris toutes les précautions, feront pas de mal à l'animal, peuvent lui faire plaisir, peuvent nous faire plaisir aussi, parce que bah, c'est quand même un moment où nous aussi on décompresse. Si j'ai des clientes qui nous suivent, elles pourront dire qu'elles s'endorment parfois avec leur chien quand elles sortent la petite playlist et la petite odeur, et voilà. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place en amont pour essayer vraiment de faire redescendre le stress chez tout le monde, parce que nous aussi, on est stressé bah, au quotidien de vivre, de devoir s'adapter aussi aux horaires, hein. J'ai des clientes qui parfois me disent, mais je sors à 5h30 le matin parce que chez moi, ça chasse tous les jours. Oui, Euh, bah, dans les commentaires, il y en a qui disent que
qu'il y a même des chasseurs isolés qui peuvent chasser sans Oui, forcément qu'il y ait de date de mise. totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pensé aux dates de chasse, parce que c'était mon cas chez moi. Je suis dans une région qui chasse beaucoup. Ouais. Les dates de Mais chasse. ouais, c'est vrai que c'est variable. Mais heureusement, il y a des régions où c'est encore respecté, ça c'est plutôt chouette, mais Oui, malheureusement dans d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est vrai que ça peut être très fatigant de se lever très tôt le matin, de se dire bon, bah, je vais essayer de sortir mon chien à un moment où il y a moins de coups de fusil, ou en tout cas où il n'y en a pas, parce que 5h30 on espère quand même qu'il n'y en a pas. Chez moi, ça peut chasser de nuit. En tout cas, à l'époque où j'avais Irus, où je sortais très tôt le matin, j'étais assez stupéfaite de me dire, mince, je viens d'entendre un coup de fusil, il est 6 heures. Donc, ça peut être vraiment une charge mentale au quotidien. Et donc, ces petits moments-là, bah, ça peut faire du bien. En tout cas, j'ai quand même deux, trois clientes qui m'envoient des petits messages qui me disent, bon, bah, ça a duré 1h30. J'avais prévu 10 minutes, mais bah, je me suis endormie avec lui. Donc, oui, Aurélie dit, confirme, Aurélie Deveau confirme qu'elle s'endort avec la playlist. avec la petite Saphira. Et bah, d'ailleurs, Saphira, c'est aussi une des chiennes qui adore l'huile essentielle de gingembre, si je dis pas de bêtises. Elle aussi en fait partie. Et elle aussi, d'ailleurs, a des difficultés avec des bruits de moteur. Donc, ces deux chiennes-là me font toujours, j'ai toujours des petites corrélations entre les deux, même si elles ont leur spécificité et leur individualité. Il y a des petites choses qui se ressemblent chez elles. Et du coup, les deux gardiennes s'endorment, s'endorment avec elles. Si je me rappelle bien, il faudrait que je re-regarde, mais il me semble qu'il y a encens aussi dans les huiles que tu peux proposer sur les chiens qui ont peur des bruits. Et l'odeur encens, en fait, l'huile essentielle encens. Et l'avantage, c'est que si vous proposez de l'hydrolat avant de passer aux huiles essentielles, bah, c'est que le chien, il peut servir. Il peut carrément aller laper l'hydrolat, s'il en a envie, en tout cas. Alors qu'une essentielle, il va pas aller, tu vas pas le laisser aller sur la bouteille, quoi, forcément. Non, c'est pas possible. Donc l'hydrolat, ça peut être sympa à proposer. Et après, ça te permet éventuellement de proposer l'huile essentielle si vraiment le chien, il kiffe l'hydrolat, mais au moins, tu es sûr que c'est sécuritaire, quoi. Oui, tout à fait. Et ça, tu vois, c'est cette petite formation à laquelle je pense que je crois que tu as faite Oui, concernant les... Oui, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, sera super chouette en plus dans mon bagage, parce que oui, la sécurité est le plus important oui, dans les prises en oui, charge oui, oui. comportementales. Oui. Et ça aussi, ça en fait partie. Donc ouais, Et ça c'est peut... vrai que pour la préparation, donc à ces moments où on sait que le chien, où tu peux anticiper, où le chien, tu sais qu'il va pas être bien, sur la zoopharmacognosie, on va souvent plus facilement proposer avant que ça arrive Oui, pour que toujours. l'état émotionnel du chien, il soit vraiment le plus zen possible, que au moment où ça se produit, où finalement le chien il va être beaucoup moins accessible en fait psychologiquement à aller renifler une odeur ou à aller se servir. Ça peut arriver hein, si le chien est habitué à renifler les odeurs, etc. Mais c'est plus facile de proposer avant pour vraiment avoir un niveau de stress le plus bas possible et que le chien vive le mieux possible le moment de stress que vraiment pendant la période où ça va être compliqué, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs tous ces petits moments que je propose avec le chien, donc avec potentiellement une playlist ou pas de playlist. On a des chiens, ils veulent juste pas de bruit pour couvrir, et on trouve d'autres stratégies à ce moment-là, avec potentiellement une petite odeur, un couchage qu'il aime bien, dans une zone qu'il aime bien. C'est des petites choses qu'on crée, des rituels finalement qui se conditionnent dans le temps, toujours avant qu'il y ait des bruits qui sont difficiles pour le chien. C'est vraiment toujours à faire en amont quand c'est propice. Quand c'est pendant, C'est plus compliqué. l'association risque de pas. Voilà, on fait toujours en amont, en tout cas. Du coup, si, comment ça se passe si donc une des personnes qui est là ce soir souhaitait avoir un accompagnement vraiment sur ces problèmes de bruit en fait avec son chien? Est-ce que même si c'est quelqu'un qui n'est pas dans ta région, il peut te contacter? Comment ça se passe ce travail-là avec toi, cet accompagnement, si on souhaite vraiment avoir un accompagnement individuel? Alors, j'avoue que moi, pour la sensibilité au bruit, je préfère toujours la visioconférence, même si j'ai quelques suivis sur ma région. Donc, je suis de l'Oise, donc c'est la Picardie finalement, mais je me déplace vraiment que autour de mon habitation. Donc, je peux faire l'Oise, je peux aller sur la Somme aussi, surtout du côté d'Amiens, sinon plutôt en visioconférence. D'accord, c'est un souci qui se gère bien à distance. Oui, oui, oui. Oui. Alors, je ne sais pas pour toutes les problématiques parce que je ne suis pas spécialisée dans toutes les autres, mais c'est vrai que pour la sensibilité au bruit, je la trouve vraiment très intéressante à distance parce que sur place,
notre présence peut influer. Parfois, je peux interpréter certaines choses. Et là, je pense à une chaîne que j'ai suivie depuis pas si longtemps. Et d'ailleurs, ça, j'en ai pas parlé. Je vais faire une petite aparté à ce niveau-là aussi parce que c'est parfois quelque chose auquel on ne pense pas. C'est une chaîne qui est en suivi pour de la réactivité aux voitures, aux humains, aux chiens, qui, au bout d'un an de suivi à peu près, on s'est dit que peut-être le problème venait des bruits. Alors, le problème vient en partie des bruits. Donc, sa sensibilité au bruit a un petit peu amené cette réactivité aux humains, aux chiens, parce que bah, il y a trop de bruit autour de chez elle et elle supporte plus rien. Elle se met à réagir un petit peu à tout ce qu'elle croise, comme j'avais dit au début, mais aussi à un problème de santé qui est sous-jacent. Du coup, les conseils un petit peu pour régler ce problème, au-delà de me contacter moi, hein, c'est pas non plus le but du live parce que c'était vraiment de sensibiliser à cette problématique, c'est aussi de prendre en compte surtout, comme on l'a dit, qu'il peut y avoir un problème de santé sous-jacent. Parce qu'à ce jour, les études montrent que les chiens sensibles au bruit ont très souvent un problème de santé. Du coup, même en suivi avec moi, les investigations médicales, elles font partie du processus de sensibilité au bruit. Ça en fait vraiment partie. C'est quelque chose que je creuse énormément dès le premier rendez-vous. Ça peut être parfois un petit peu surprenant, mais on part vraiment très loin pour savoir un petit peu le quotidien du chien, euh, pour essayer de trouver s'il y a quelque chose. Et sinon, de toujours garder en tête, si j'ai pas des éléments au premier rendez-vous, qu'il peut tout de même y avoir quelque chose, de le garder en tête par la suite. On peut passer à côté d'une douleur, on peut passer à côté d'une pathologie, et c'est vraiment important de le garder en tête. Et on a d'ailleurs Anaïs Allard qui en parle très 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 souvent et très bien, qui est passionnante à écouter. Donc surtout ne pas hésiter si on a un chien sensible au bruit, de se dire de peut-être prendre des ressources aussi sur la douleur chez le chien pour voir si ça peut être peut-être un levier à saisir à ce moment-là et si ça peut aider notre chien. Euh, Ce qui est aussi important, c'est d'en discuter avec son ou sa vétérinaire, que ce soit un vétérinaire généraliste ou comportementaliste, mais en tout cas d'en discuter et de potentiellement rester ouvert à un traitement médical. Parce que on peut avoir des chiens qui vont pas suffisamment dormir à cause de leur sensibilité au bruit ou de leur anxiété. On peut avoir des chiens qui vont mettre vraiment beaucoup, beaucoup de temps à s'en remettre. J'ai des chiens en suivi qui peuvent mettre des semaines à se remettre d'un événement difficile. Par exemple, des feux d'artifice, bah, 2 semaines après, j'ai des clientes qui me disent, bon, bah, il a réagi pendant 2 semaines à tout ce qui a pu se passer dans l'environnement, mais absolument tout a déclenché sur des personnes qui viennent, alors que normalement, c'est un chien parfaitement OK avec les invités, à ne plus rien supporter à l'extérieur, à être un petit peu irritable finalement. Donc, Mm. c'est important de garder en tête que ça peut être vraiment une aide si le chien est dans une telle souffrance, qu'il a de multiples peurs, d'anxiété, phobie, qu'il généralise une phobie à plusieurs bruits. Euh, c'est vraiment important de le garder en tête. Ça peut vraiment être une aide cruciale et puis nous aider aussi par la suite dans le travail qu'on souhaite mettre en place. Et puis, toujours de voilà, garder en tête cette approche un petit peu pluridisciplinaire, de prendre en compte que ça peut être la douleur, de potentiellement consulter le vétérinaire, que si c'est vraiment trop difficile pour notre chien, qu'il faudra peut-être voir un vétérinaire comportementaliste ou notre vétérinaire s'il s'y connaît et qu'il peut nous aider sur ça. Et puis de potentiellement consulter quelqu'un qui est à l'aise avec cette thématique de la sensibilité au bruit, donc un professionnel, euh, et qui pourra un petit peu adapter sa thérapie comportementale en fonction de l'individu. Parce qu'on n'a vraiment pas de protocole tout fait, de contre-conditionnement sur la sensibilité au bruit, il n'y en a pas. Non. Ça, j'ai quelques en suivi qui ont essayé par exemple du contre-conditionnement, comme on a pu aussi en parler à un moment donné, de faire entendre un bruit sur le téléphone, sur l'ordinateur, de cliquer une non-réaction ou de féliciter une non-réaction et de donner une friandise après. Mes suivis actuels, dans la très grande majorité, ont essayé tout ça et soit ça n'a rien fait, soit ça a vraiment aggravé la situation au point où le chien s'est dit, oh mon Dieu, mais cette friandise, elle est horrible, j'en veux plus jamais. Ou il y a un bruit qui sort du téléphone, du coup le téléphone, non mais c'est pas du tout OK. Donc de toujours voilà, garder en tête qu'il y a plusieurs personnes finalement qu'on pourrait consulter, auxquelles demander de l'aide et d'aller voilà, vers des professionnels qui peuvent réellement nous aider sur cette thématique-là. J'ai une amie qui s'est crevé le tympan en faisant de la plongée et en fait, bah, le temps que le tympan se reconstruise, elle a eu des gros soucis d'audition en fait. Du coup, elle était hyper sensible au bruit, au point que c'était compliqué dans le quotidien, même de prendre la voiture, d'aller à un endroit où même il y avait très peu de monde, etc. Et en fait, elle a eu un traitement médicamenteux qui lui a permis de mieux gérer en fait les bruits,
en quelque sorte, les bruits, elles les entendent moins fort. Je dis, c'est vraiment, je banalise à mort ce qu'a dû faire le médicament. Est-ce que tu sais s'il existe ce type de traitement chez le chien pour réduire l'intensité des bruits qu'il entend? Alors, pas à ma connaissance, mais alors, je ne dis pas que ça n'existe pas. Là, j'avoue que je n'ai pas la réponse, donc vraiment pas à ma connaissance. D'accord. Malgré tout, tu me donnes envie de me renseigner et je Je pense m'étais que... posé la question, en fait, je me dis, tiens, mais il y a un truc comme ça qui existe. Ça pouvait exciter pour les chiens qui ont peur des bruits de pétards et ça serait Mais génial. là, tu viens vraiment d'ouvrir quelque chose. Là, je pense que j'ai passé la soirée à chercher si ça existe chez le chien, à me renseigner Je dès lui demain. demanderai le nom du médicament qu'elle prend pour que tu vois la molécule de base qui est utilisée. Mais ah non, là, il faut que je me renseigne. Je suis pas au courant. Peut-être que ça existe. Si jamais j'ai la réponse, parce que dès demain, je vais aussi envoyer un petit message au vétérinaire de ma chienne et qui du coup est aussi le vétérinaire de mes chiens pour savoir s'il a une information à ce sujet, parce que je trouve ça très très intéressant. À ma connaissance, non, mais peut-être, peut-être. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Ma formatrice actuelle, qui a quand même un très grand bagage, Après, peut-être que ça n'a pas été développé chez les peut-être, humains ou que c'est peut-être. pas une molécule Mais utilisable pour les animaux, je ne sais c'est pas. Mais en possible. tout cas, ça m'a interpellée. Je me suis dit, putain, mais il n'existe pas un truc comme ça Totalement. pour les chiens, ça serait top. Ah, bah, vraiment. Mais c'est vrai que, oui, avec les personnes avec qui j'en parle, qui sont quand même spécialisées, ou alors en tout cas dans les troubles anxieux, qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de connaissances, m'en ont pas parlé. Mais peut-être, en tout cas, je vais me renseigner. Il faut que je creuse, il faut Ça que je marche. creuse ce sujet. Ok. Du coup, quand même, pour finir, si les gens veulent un accompagnement, ils te contactent sur ta page, sur ton site. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit de prédilection pour te Alors, contacter quand même? j'avoue que je procrastine sur le site internet. Il est toujours pas fait. C'est une catastrophe. Il faut que je Oui, le fasse. d'ailleurs, j'ai voulu le mettre. D'ailleurs, maintenant que t'en parles, du coup, j'ai mis ton lien. J'ai envoyé un mail au client et j'ai mis ton lien de ta page parce que je n'ai pas trouvé ton site. Oui, Simplement. je procrastine énormément. Par contre, oui, c'est Pas de possible souci. par Facebook, c'est possible. Ok, Je pense que mon adresse mail est notée, en tout cas sur Facebook ou Instagram. C'est vraiment des endroits où je vais répondre assez rapidement. Alors, parfois, je ne sais pas pourquoi les messages se mettent dans des endroits totalement improbables et je tombe dessus plusieurs semaines après. Et ne pas hésiter à me relancer ou à me laisser un petit commentaire. Comme ça me permet de me dire, OK, je suis peut-être passée à côté de quelque chose et je vais essayer de trouver ce message. ça marche. Dans les questions il y a eu une question un petit peu plus haut. Tu as donné plusieurs références ou d'articles ou de livres. Est-ce que tu pourras, il y a une personne qui demandait de quelles références, quelles études tu parlais en fait. Est-ce que tu pourras mettre les références ou c'est... Bien sûr. Alors Oui, là, j'avoue que les études auxquelles j'ai parlé, je les ai pas toutes en tête. En tout cas, j'ai les noms qui me viennent comme ça, mais je ne sais plus exactement les auteurs. C'est totalement possible de les lister. Il y en a, et c'est là d'ailleurs où c'est très intéressant, c'est qu'il y en a quelques-unes chez le chien. On en a beaucoup plus chez l'humain. Chez l'humain, par exemple, on parle de... Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus poussé. C'est peut-être pas ce qu'on aurait souhaité aborder, mais d'hyperacousie, de misophonie. Enfin, il y a plein de choses qui sont recherchées chez l'humain, qu'on trouve. Chez le chien, on a quand même beaucoup moins de littérature scientifique. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas à ce jour? On ne sait pas, on n'a pas d'éléments. Néanmoins, on a quand même pas mal de ressources qui donnent envie de creuser aussi côté neurosciences. Enfin, vraiment pas mal de petites choses que j'irai lister avec plaisir. Je le ferai pas ce oui, soir, bah après mais je peut-être m'en occuperai quelques-unes que après. tu trouves pertinentes quoi. Oui. Pour le. D'accord, avec grand plaisir. Ok, merci à toi. Alors, si vous avez quelques questions, c'est le moment. Est-ce que en attendant, tu as dit toi tout ce que tu voulais dire? Oui, alors j'aurais pu vraiment Oui, en parler encore sur plus, le mais live. oui. Voilà. J'ai essayé de rendre ça le plus digeste possible Ah, avec toutes les informations que c'était je pouvais très faire bien, tu as tout passer. abordé. Moi, je trouvais ça super. Bon, et puis j'essaie d'aller vite aussi pour qu'il puisse y avoir quelques questions derrière et pas devoir couper trop rapidement non plus. Oui, oui, mais en fait, tu as abordé, je trouve, les points principaux. Après, effectivement, il y a toujours plus à creuser, mais voilà, en tout cas, je trouve que il y avait du contenu euh, qui était très intéressant et qui était complet. Charlotte, comment on apprend à un chien à faire une grande respiration? J'avais vu un protocole de Karen Ovral. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a un de ces protocoles. Il me semble qu'il y en a un autre que j'ai trouvé récemment. Euh,
Alors, si Charlotte a envie de creuser, c'est sur un webinaire de Cathy Murphy. Et si jamais je retrouve le nom exact du protocole, je le mettrai également dans les commentaires. Ça peut être vraiment intéressant pour les chiens à qui ça peut vraiment avoir des bénéfices. Comme j'ai dit pour d'autres, de toujours prendre en compte que ça va dépendre du chien. Karine, tu as parlé de réactivité au bruit qui est différente de la phobie ou sensibilité. Peux-tu préciser cette différence? Alors là, ça va être très 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 long. Je ne sais pas si j'ai le droit d'orienter vers un autre live qui a justement lieu bientôt Oui, tu peux, juste sur ce sujet. bien sûr. Alors, alors vraiment, n'hésitez pas. Ce sera, que je vous dise pas de bêtises, mercredi, en tout cas le 13 à 10 heures, mais il sera en replay. C'est avec ma collègue Ingrid qui est spécialisée dans la réactivité. Du coup, sa page, je la mettrai, c'est Canine Voice, c'est Ingrid Mulson. Et ce live sera juste sur ça parce qu'il y a vraiment des différences. Ah oui, oui, n'hésite pas même à la fin, quand le live sera fermé, si tu veux rajouter la fiche qui annonce le live, c'est quelque chose qui est gratuit ou il faut que les personnes... Totalement, non, c'est totalement gratuit. On s'est juste dit que ça serait intéressant d'en parler parce que c'est vrai que j'ai des demandes de suivi de chiens réactifs au bruit. Je suis pas très à l'aise avec cette problématique, donc c'est vrai qu'en général, j'ai tendance à les référer vers elle. D'accord. Question numéro 2. Est-ce que pour les odeurs, c'est possible de la laisser en cas d'absence ou ce serait trop intense? Je dirais que ça dépend. Ça dépend parce qu'on ne sait pas les bruits qu'on aura en cas d'absence. Le- est-ce qu'il va y avoir une association qui est pas OK? Est-ce que déjà c'est OK d'un point de vue sécurité? Parce qu'on n'a pas vraiment de... Alors, je sais pas, toi, via ta formation, j'ai pas trouvé de ressources scientifiques sur le fait de laisser une huile essentielle vraiment en permanence à un chien. On parle toujours sur les études de durée assez courte, sans mettre vraiment de durée. Donc c'est vrai que je dis toujours de prendre toutes les précautions nécessaires, de proposer ça vraiment ponctuellement et toujours à grande distance parce que l'impact sur les muqueuses, bah, moi, j'ai pas trouvé de retour sur ça. Donc toi, je sais pas si tu as un retour sur l'utilisation. Alors, le principe de choisir une odeur, c'est vraiment bien de choisir l'odeur et qu'elle s'arrête quand on ne veut plus la sentir. Donc, du coup, si tu laisses une odeur alors que t'es pas là, bah, en fait, ton chien, il va se la taper quand même parce qu'une odeur d'huile essentielle, tu la mets dans la maison, ça sent dans toute la maison, en fait. Tant que le truc, il est ouvert, ça va vraiment. Donc, en fait, même si ton chien peut s'éloigner du pot, il aura quand même l'odeur, sachant en plus le système olfactif qu'ils ont. Donc, en fait, une odeur, on la laisse jamais, on la laisse même pas quand le chien s'endort, en fait. Il faut que le chien sache que quand il veut plus sentir l'odeur, l'odeur est retirée par l'humain, donc on ne le fait jamais en fait, on le propose jamais en absence, quoi, pour être clair. Ok, ça, C'est c'est super. vraiment, il faut être présent avec son chien et on faut savoir quand son chien dit, bah stop, là le flacon tu le vires parce que c'est bon, j'ai ma dose, j'en veux pas plus parce qu'une odeur, elle peut devenir même adversive en fait quand elle est trop. Tout à l'heure, tu as dit je déteste l'odeur de gingembre, il me semble. Oui. Ou, je sais pas. Et ben une odeur qu'on n'aime pas, en fait, on a envie de sortir de la pièce. Hein, donc ça fera pareil pour le chien. Donc faut vraiment pas laisser une odeur quand on n'est pas là. Ça c'est vraiment important. Donc c'était une très bonne question. Eh oui, une très très bonne question et en plus à laquelle j'avais pas la réponse. C'est là où je trouve très intéressant d'avoir fait ce live avec toi parce qu'on a beau chercher des ressources scientifiques, parfois on tombe pas forcément sur tout et puis d'autres formations apportent des réponses. Et puis aussi ce que je dis très souvent et que peut-être tu peux attester, c'est que bah, on peut aimer une odeur à un moment donné et puis ne plus l'aimer d'un coup pour X raisons et de toujours rester voilà, flexible, de toujours observer son chien, voir s'il reste, si au contraire il se dit que non franchement là c'est pas ce qui lui plaît à cet instant T Oui. de, de toujours avoir cette observation finalement, et parce que tout est évolutif au fil du temps, hein, c'est comme certaines musiques aussi. Et là, je pense toujours à Pixel, c'est un petit peu le chien suivi qui sort du lot parce qu'il a toujours des goûts un petit peu spécifiques comparés aux autres. Lui, il adore la web radio, par exemple. Je propose rarement ça en suivi. C'est un des rares chiens qui adore entendre ça. Je me dis, bon, bah ok, pour lui, c'est ça. Et puis à un autre moment donné, ça va être encore autre chose. Et il a la chance d'avoir une gardienne qui s'adapte énormément à ses goûts et qui lui propose du coup ces moments de décompression. Et c'est super chouette parce que c'est là où par la suite on peut envisager de faire une désensibilisation, toujours en prenant de grandes précautions. Mais c'est là où du coup on avance vraiment bien et où on peut se permettre ce travail-là par la suite s'il est nécessaire parce qu'il ne l'est pas toujours. Et ça c'est aussi quelque chose que je voulais préciser. On pense toujours qu'il faut travailler activement, toujours vraiment faire des sessions d'entraînement, faire des exercices
C'est pas toujours le cas. Parfois, juste de gérer l'environnement, de vraiment apporter ces moments de détente, de décompression, de travailler sur cette résilience, sur cet optimisme, sur cette capacité à se remettre aussi des événements. Parfois, le travail, il n'est pas nécessaire qu'il aille plus loin. Madine, bonsoir, j'ai deux bergères australiennes double merle, sourdes et malvoyantes. L'une d'elles est sourde unilatérale et réagit à énormément de bruit, pardon. Peut-on l'aider malgré ce handicap? Et c'est là où j'ai envie de dire que ça dépend. Je pense que oui. Je pense que oui. Néanmoins, là, c'est comme je te le disais tout à l'heure, je suis toujours supervisée par des cas, par Géraldine, avec qui je suis en mentorat depuis un petit peu plus d'un an. Des cas qui sortent un petit peu du lot, ou même d'ailleurs certains cas où je pense que c'est OK, où je veux quand même sa validation pour être sûre d'être dans le bon sens, de ne pas passer à côté de quelque chose. Et ça, je pense que je trouve qu'il y a une possibilité de l'aider, mais qu'il faut vraiment se faire accompagner par une professionnelle formée qui a vraiment des bagages solides, ou avec quelqu'un qui en tout cas se fait accompagner par ce type de professionnel, parce que ça me questionne beaucoup sur la manière dont elle peut percevoir les sons. Est-ce qu'elle va toujours les percevoir de la même façon? Enfin, c'est là où j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, où je trouve que c'est vraiment très intéressant de se faire accompagner par une professionnelle qui connaît en tout cas ce type de problématique. Véronique, à part les otites, quels autres soucis de santé peuvent causer des hypersensibilités au bruit? J'ai envie de dire à Véronique qu'elle peut réécouter le début du live. Tu les as un peu énumérés, Et puis, t'en as énuméré plusieurs. oui, on en a quelques-uns qui ressortent. Je peux toujours les redire. En tout cas, on a les problèmes articulaires qui ressortent dans les études. On a les problèmes digestifs. On a du coup les problèmes aussi auditifs. On peut avoir les problèmes de peau. On peut avoir les maladies hormonales. Mais en soi, je pense que toute douleur est à prendre en compte, ou toute pathologie euh, peut amener une sensibilité au bruit. J'ai eu un chien avec des problèmes de peau, par exemple. Euh, c'est pas forcément ce qui ressort dans les études. On dit problème dermatologique. Il avait aussi des problèmes d'allergie. Et dès qu'il avait cette problématique qui n'était pas sous contrôle, sa sensibilité au bruit, elle revenait maximale. Et là, c'était impossible de sortir s'il y avait les effaroucheurs, alors que c'était totalement OK en temps normal. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder en tête que la douleur, peu importe laquelle, peut avoir un impact. Elle est peut-être pas à l'origine du problème, mais en tout cas, elle peut vraiment accroître le problème, et de garder en tête que ça peut vraiment être un souci, peu importe lequel, mais de garder en tête qu'il peut y en avoir. Jean-Dominique, coucou, je connais une cliente qui a un chien qui a peur de l'orage, des coups de feu des chasseurs et des aboiements des congénères en balade collective. Y aurait-il un lien entre ces différents sons? C'est possible, c'est possible. En tout cas, sur les coups de feu et des orages, c'est des bruits quand même qui sont assez forts, qu'on a qu'on a dans on va dire un petit peu les phobies de stade 1, en tout cas dans la littérature scientifique que j'avais pu lire à ce sujet sur un livre je le listerai d'ailleurs si ça peut intéresser. Ça, c'est des bruits assez forts. Néanmoins, pour les aboiements des chiens en balade collective, ça me questionne. Ce serait un sujet à creuser pour voir s'il y a vraiment un lien entre les deux, si elle a pu entendre des aboiements pendant qu'il y avait par exemple l'orage ou des coups de fusil, voir ce qui a pu se passer, ce qu'il y a vraiment derrière. Ok. Alors, Mallory, pas de question, mais un grand merci Aurélie pour tous ces conseils qui sont toujours pertinents. Bon, si c'est Mallory de Time, je lui fais un très grand coucou. J'ai Mallory Calbas. Oui. Ouais, ouais, ok. Euh, pour finir, peut-on diagnostiquer l'hyperacousie chez le chien? C'est une très bonne question que je me pose toujours à l'heure actuelle. On a, en tout cas à ce jour, à ma connaissance, peut-être qu'il y a une étude de sortie, je ne sais pas, cette dernière semaine, je ne l'ai pas vue. En tout cas, à ce jour, à ma connaissance, non. Euh, Néanmoins, ce qui un petit peu se fait chez l'humain est très intéressant un petit peu dans les phonophobies, dans la misophonie, dans l'hyperacousie. C'est très très intéressant cette façon de les aborder. Euh, et on se rend compte que parfois ça revient un petit peu par rapport à ce qu'on propose aux chiens, ce travail de décompression, de travail sur la résilience, de pas trop se surexposer à certains bruits, d'avoir un petit peu une bulle sensorielle. Donc peut-être, peut-être, j'espère en tout cas qu'on en apprendra plus dans les années à venir à ce sujet-là. Camille, est-ce que les peurs de certains bruits apparus pendant un épisode de douleur
peuvent un jour disparaître seuls. Sous-entendu, après traiter. Si le chien a plus mal, après, est-ce que il n'aura plus peur euh, des bruits dont il avait peur quand il avait mal? Mm, Ça dépend. Ça dépend, ça va Je dépendre du dis, est-ce chien. que ça dépend du chien, j'imagine. Voilà. Et Je puis s'attendait à ta réponse. oui, de ce qu'il aura appris. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on peut se questionner, qu'on peut essayer d'étudier un petit peu, d'essayer d'évaluer. Je recommande toujours à mes clientes, ou d'ailleurs pas des clientes, juste des personnes qui parfois se renseignent et veulent juste en savoir plus, de toujours prendre des notes sur ce qui se passe avant, pendant, comment va le chien, est-ce qu'on est plutôt sur une journée où il est plutôt OK, ou alors on remarque qu'il y a plutôt une douleur, de toujours prendre des petites notes pour voir un petit peu où on en est. Et puis quand on consulte un professionnel, je vous avoue que ça nous aide beaucoup déjà d'avoir ce petit support-là. Donc ça peut être vraiment une bonne idée de commencer à faire, à observer, puis à voir un petit peu ce qui se passe au quotidien, avant, pendant et après. Avant quand on peut, hein, parce que parfois on ne sait pas. Pendant, parfois on ne sait pas à cause de quel bruit, mais on peut voir en tout cas ce qui se passe. Et puis toujours après, et puis sur toujours ce type de journée, est-ce que c'était plutôt une journée où le chien était bien, ou est-ce qu'il était plutôt douloureux? Est-ce que on ne sait pas trop. Mais d'avoir ces petites notes, ça peut être vraiment très intéressant pour nous. Dernière question. T'as plein de merci de tout le monde, hein. Tu les reliras. Ils sont Je suis tous trop très contente parce que contents je de ce pensais live. Ouais, vraiment que ouais, je te dis, c'était... je transmets pas tous vos messages, elle les lira, mais ils sont ravis. Il y a Marion qui a posé une question intéressante. Si tu avais une seule ressource, article, webinaire, autre, à nous transmettre pour en savoir plus sur la sensibilité au bruit, laquelle serait-elle? C'est trop difficile à répondre. Mais en tout cas, je mettrai vraiment les ressources qui m'ont le plus aidée, parce que c'est vrai que mon chien est russe. J'ai malheureusement aggravé sa situation à vouloir faire du contre-conditionnement sur lui. J'en ai beaucoup parlé à l'époque. Je sais pas, c'est quelque chose sur lequel toi tu étais tombé quand j'ai pu en discuter. Mais j'ai vraiment aggravé la situation de mon chien à ce moment-là. J'ai fait totalement des trainings inadaptés pour mon chien qui était malade, sur lequel je n'aurais pas dû travailler. Et sur en plus... qui manquait de confiance en lui, de sentiment de sécurité et de capacité de résilience. Je partagerai les ressources qui m'ont vraiment aidé à ce moment-là et puis celles que je continue vraiment d'apprécier aussi à ce jour parce qu'il y en a d'autres que je remets aussi un petit peu en cause parce qu'on évolue toujours. Et puis en fonction des formateurs qu'on a aussi, on peut, euh, on peut aussi un petit peu changer d'avis sur certaines choses. Oui, des fois, on veut absolument travailler le symptôme alors qu'en fait, il faudrait travailler le fond. Totalement, c'est exactement ça. Je suis super contente que ce soit le message finalement qui ressort parce que c'est exactement ce que je voulais faire passer Mais parfois, avec c'est ça. compliqué de faire passer ce message-là, en fait. C'est très très difficile. C'est très difficile. Je te remercie Aurélie, c'était parfait. Tu as dit Content. l'essentiel sur ce sujet-là. Après, évidemment, bah, il y a à creuser. N'hésitez pas si vous êtes néophyte dans le monde du chien ou si vous savez pas par quel bout prendre le truc, à vous faire accompagner. Je le dis à chaque fois, c'est pas pour faire de la pub pour mes partenaires, mais parce que vraiment c'est vrai et que à lire des trucs un peu partout, bah, on fait de la merde avec son chien en pensant bien faire, en espérant bien faire surtout, alors qu'un accompagnement global, ben, ça permet vraiment d'en apprendre plus, mais sur son chien, mais sur la façon de faire, en fait, vraiment. Enfin, c'est pas de la pub. Enfin, gagner des sous, quoi. C'est vraiment pour gagner en compétence avec son chien et pour soulager son chien. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous savez pas comment faire. Euh, Ça, c'est vraiment super important. Merci, merci à toi. Merci d'avoir été tous là ce soir au rendez-vous. N'hésitez pas à contacter Aurélie. N'hésite pas à mettre donc les dates de ce prochain live sur ce sujet. Du coup, ça, il me semble qu'il y en avait même deux, non? Oui, il y en a un qui est prévu. Ouais, Alors, je n'ai plus la date exacte. Je ne sais pas encore quel thème on va aborder, ok. s'il va un petit peu plus D'accord. toucher Ben, sur... n'hésite pas quand tu Mais sais je à le mettrai un petit peu rajouter tout ça. dans le live. Oui, Je je vois que mettrai ça toutes touche les quand même ressources. pas mal de personnes, donc je pense que ça sera intéressant qu'ils aient approfondi peut-être d'autres sujets que tu n'as pas abordé ce soir ou Oui, de façon plus superficielle, quoi. comme ils sont un petit peu plus à destination de professionnels, on va aborder un petit peu plus de choses, peut-être parler aussi un petit peu plus neurosciences si ça peut en intéresser certains, parce que je sais que parfois on est néophyte, mais on commence par se passionner par un sujet. Ça a été mon cas avec mon chien où je voulais absolument tout savoir sur ça. Oui. Si ça peut en intéresser en tout cas certains, je les listerai avec très grand plaisir. Ok. Merci à tous, merci à toi.
Et merci à toi, Bonne Fiona, et soirée, puis merci à tout le monde. Bonne soirée. à bientôt. À bientôt.